Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire Parole d'expert de rentrée. C'est le tout premier depuis la rentrée, depuis cet été. Je suis hyper content de l'animer avec Anne-Claire aujourd'hui, Anne-Claire Chanu, qui est cofondatrice de l'atelier. Et on se connaît maintenant depuis pas mal d'années. On a fait beaucoup de projets ensemble et elle est à la fois experte sur les sujets de gestion de projet. Et donc là, on va faire un petit focus gestion de projet RH et sur les aspects culture d'entreprise. Anne-Claire, je sais pas si tu veux dire un petit mot, et puis après je vais rapidement me présenter aussi et on va faire un petit sommaire de la session du jour. Eh ben, écoute, sur le petit mot, je suis ravie d'être là. Pareil, première prise de parole pour la rentrée. Trop contente que ce soit avec toi. Je me dis que c'est un super timing pour parler de gestion de projet RH, parce que je me dis que c'est en septembre qu'on lance ou termine les projets de fin d'année, et surtout, c'est en septembre qu'on prépare janvier. Donc, je me dis que c'est le moment idéal pour parler de ça. Trop bien. Du coup, pour ceux qui découvrent nos paroles d'experts, c'est un webinaire que j'organise toutes les 2 semaines avec un expert de notre réseau Fasterclass. Donc là, aujourd'hui, c'est Anne-Claire de l'atelier qui nous fait cet honneur. Et je m'appelle Raphaël Meusenier, je suis un des cofondateurs et CEO de Fasterclass. Et Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching certifié Calliope et spécialisé dans tout ce qui a trait aux soft skills et au management. Et on intervient autant en français et en anglais, et en présentiel et en distanciel. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la session du jour, c'est de vous aider, vous les RH, avec tous vos projets que vous pouvez avoir d'ici la fin de l'année, et vous aider à préparer aussi 2026, comme l'a dit Anne-Claire. Je pense qu'on est pile dans le bon timing. Et je voulais aussi vous faire un petit mot, vous dire merci pour tout ce que vous faites, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez aux RH. Voilà, les RH, comme d'ailleurs beaucoup de fonctions support, c'est quelque chose que j'ai constaté. On va dire c'est le sens et la récompense du travail bien fait, quoi. C'est-à-dire que quand quand tout se passe bien, on n'entend rien, et puis dès qu'il y a un problème, alors là ça monte dans les tours, on dit: «Ah mais pourquoi mon salaire blablabla, pourquoi?» et cetera. Donc voilà, je vous dis merci pour tout ce que vous faites, je trouve qu'on vous le dit pas assez, et vous avez beaucoup, beaucoup de projets stratégiques différents que vous pouvez mener, et je n'ai qu'un souhait, c'est que les RH prennent toute leur place dans la stratégie de l'entreprise, et que les équipes de direction, les CEO, les COMEX s'appuient vraiment sur les RH, les DRH, et que les DRH soient au COMEX, et voilà, et que vous soyez vraiment dans l'un avec la direction. Je sais pas, je me suis amusé avant le webinaire à faire me dire: «Tiens, mais c'est quoi des projets strat RH?» Il y a genre, bah, cartographier les compétences, une académie managériale, faire une refonte de la perf avec des OKR, il y a la marque employeur, la diversité et inclusion, il y a les mobilités internes avec des carrières paths, il y a l'onboarding à gérer, il y a la formation des gens, il y a les RPS, il y a le recrutement, il y a les people analytics avec des tableaux de bord, il y a les politiques de travail hybrides, il y a les politiques de rémunération. Bref, vous avez plein, plein, plein de projets. Donc vous avez beaucoup de batailles à front, et avec Anne-Claire, on va vous aider. Petit sommaire du jour, et après je laisse un peu plus la parole à Anne-Claire. Donc petit sommaire du jour. Aujourd'hui, on va vous parler des 4 problèmes récurrents que vous pouvez avoir en tant qu'RH quand vous gérez vos projets. Et ensuite, on va vous donner 3 clés, les unes après les autres. On va vous parler des 3 clés pour réussir à mener vos projets à bien. Et enfin, on va terminer par un cas pratique pour rendre le truc le plus concret possible avec un exemple de projet RH. Anne-Claire, est-ce que tu veux ajouter un truc qu'on voit sur direct les 4 problèmes récurrents? Non, on peut y aller. Je suis très alignée avec tout ce que tu as dit. Ok, trop cool. Et bien c'est parti. On part sur les 4 problèmes récurrents en projet RH. Ouais, alors ces 4 problèmes récurrents, en vrai, c'est 4 problèmes récurrents dans tout projet qui existe. Maintenant, on trouvait ça hyper intéressant de faire un focus RH. Et en fait, finalement, dans ton introduction, Raphaël, tu en as beaucoup parlé, parce que peut-être que ce sont les projets qui en pâtissent presque le plus ou le plus vite, de par la nature des projets qui sont souvent transverses, qui sont souvent support. Raph l'a dit en tout début de ce webinaire, je suis aussi experte culture d'entreprise, et ça m'arrive beaucoup de travailler avec des RH sur ces sujets-là, évidemment. Et c'est un très bon exemple. Quoi de plus important, mais quoi de plus jamais prioritaire que la culture d'entreprise. Et en fait, c'est mener un projet transverse comme celui-là, c'est vraiment
lutter contre vents et marées, trouver une place, en fait, trouver la bonne place dans la stratégie de l'entreprise. Et ben, on va voir qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments autour du lancement, de la structuration, mais après aussi sur le comment maintenir ce cap en fait dans le temps. Les 4 problèmes récurrents, le premier assez simple, c'est pas cadré. C'est-à-dire que souvent la problématique qu'on relève et donc le projet qu'on lance reste à l'état d'idée. Ce serait bien de ça arrive assez régulièrement, surtout dans des rôles aussi support et transverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à faire qu'on ne peut pas tout lancer en même temps. Et du coup, ce serait bien de, oui, mais comme pas cadré, comme pas lancé, comme pas de kick-off, pas de réunion, pas de charge mentale, pas de prise de casquette, en fait, claire. C'est le travail de tout le monde, donc c'est le travail de personne, donc rien n'avance. Deuxième cas, c'est cadré. On a fait une réunion de lancement, on s'est réparti la charge, puis il y a enlisement. Petit à petit, ça se délite. Petit à petit, tout le monde retourne à sa fiche de poste, ce qu'on appelle le run en startup, et donc à tout ce qu'il doit faire toute la journée, aux urgences, aux fiches de paye, etc., etc. Et ça passe à l'as. Il y a aussi certainement, on parlera de notion de désengagement en fait. On était très motivés, on a fait un super kick-off, puis petit à petit, pas de nouvelles, de moins en moins de nouvelles, les gens se pointent moins à la réunion de suivi, etc., etc. Ça s'enlise. Troisième problème, bien cadré, bien suivi, mais mal exécuté. On a créé quelque chose qui ne convient pas, notamment aux collaborateurs, souvent parce qu'on les a peut-être pas introduits assez tôt, parce qu'on n'a pas bien compris le problème, pas compris le besoin. Souvent, c'est le cas de projets, par exemple, d'outillage qui s'est trop fait en chambre. C'est-à-dire qu'on a une petite équipe projet qui a fait son truc et qui est arrivée avec son pour déployer par exemple un nouvel outil et patatras, ce n'est pas repris, mal suivi, ça ne correspond pas tout à fait aux attentes ou de la direction ou du manager ou que sais-je qui l'a demandé ou ceux qui l'utilisent. Et quelque part, sentiment un peu dur d'avoir beaucoup travaillé pour rien. Cas de problème, bien cadré, bien suivi, plutôt bien exécuté, mais pas les bonnes personnes autour de la table. En gros, pas les bonnes personnes embarquées, donc blocage humain. En vrai, c'est un dérivé du troisième problème. C'est juste que dans le mal exécuté, il peut y avoir des problématiques du projet lui-même créé ou du résultat attendu par les pairs, où il y a des problèmes de personnes mal embarquées et donc blocage. Pour bien illustrer ces 4 problèmes, pour que chacun puisse s'y retrouver, peut-être commencer à se poser la question de est-ce que moi je vis un de ces 4 problèmes ou pas d'ailleurs. Si on a vous envoyer un 5e, n'hésitez pas dans le chat. Mais du coup, pour bien l'illustrer, je me suis dit ok, cas fictif, pas si fictif que ça, mais très fictif. Prenons le cas d'une entreprise d'environ 200-300 personnes en pleine croissance. On a beaucoup de projets RH sur la table, du recrutement, la refonte du SIRH, de la politique de formation, on a plein de trucs, etc. Bref, l'équipe RH est déjà saturée, mais la direction demande un plan qualité de vie visible pour janvier. Là, on se met en ordre de bataille. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Premier problème, du coup, le pas cadré. On a plein d'idées. On pourrait faire un baromètre, on pourrait faire des ateliers bien-être, on pourrait revoir le télétravail, mais rien n'est priorisé, tout stagne, on n'a pas bien filé le relais. Donc, en gros, arrivé janvier, difficile de montrer qu'il s'est vraiment passé quelque chose, plein de coups d'épée dans l'eau finalement et pas grand-chose de concret. Deuxième élément, cadré mais pas suivi. On a fait un super séminaire QVT avec plein de RH. On est hyper enthousiaste. Je sais pas, on était en juin, lancement de l'été, méga enthousiaste, trop stylé. Et puis en septembre, on se reprend toutes les problématiques de la rentrée sur la gueule et on n'avance pas comme on le souhaitait et ça s'enlise. Troisième, du coup, le bien cadré mais mal exécuté. Tiens, on a lancé ce fameux baromètre salarié, c'est fait, mais personne ne l'exploite. Les résultats personne n'exploite en fait les résultats, les salariés le remplissent bien, mais il n'y a pas de suivi, quoi. En gros, on se prend les résultats du baromètre, mais qui doit mettre en place les actions concrètes derrière, etc. C'est dans la fiche de poste de personne, ça tombe un peu à l'eau. Bref, pareil, enlisement pour cause de mauvaise exécution, mauvais suivi derrière finalement.
Dernier point, on a cadré, on a suivi, on a créé le bon baromètre, mais pas les bonnes personnes autour de la table. Le baromètre QVT, il est conçu, il est communiqué, il est lancé dans les temps, mais les managers de proximité n'ont pas été impliqués dès le départ. Donc, ils reçoivent ça et franchement, petite flemme de changer leur quotidien. Ils ne relaient pas le projet. Certains même freinent des cas de fer. Vous le voyez en mille, c'est encore une initiative RH de plus. Pourquoi on a besoin de ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne vais pas changer mon quotidien. Bref, En classique, ça. un grand classique, mais bien sûr. Même quand les personnes, quelque part, ont été intégrées au bon moment dans le projet, qu'on a écouté leurs besoins, quelque part qu'on a fait presque ce travail de politique interne, de les embarquer au bon moment, déjà de base, c'est humain, c'est hyper dur de changer d'habitude en fait au travail. Donc en plus, on leur a pas demandé leur avis au bon moment, bon là... Ouais. Donc, vous voyez, pour moi, c'est les 4 grands problèmes qu'il faut qu'on apprenne à pas mettre sous le tapis, à regarder bien en face et du coup, quelque part, à faire barrage en fait assez rapidement pour qu'ils n'arrivent pas. Ces problèmes, quelque part, ils se résolvent en 2 temps. Il y a ne pas passer outre un temps d'exécution, de cadrage clair, net, précis. Offrir du temps au cadrage. On va beaucoup parler de ça dans nos 3 clés. Il y a un peu ne pas tomber dans une forme de biais d'efficacité. On est sous l'eau, il faut se dépêcher, on met en place des choses, on n'a pas le temps de créer des séminaires, des machins, des trucs. Mais donc, erreur de cadrage, de démarrage fait qu'on se traîne ça tout au long du projet et qu'on s'enlise. Et ça, puis... c'est un truc qu'on met pas mal chez Masterclass. On a une petite phrase pour ça, c'est on dit prendre le temps d'aller vite. Au début, faut prendre le temps pour ensuite pouvoir dérouler, mais si on ne sait pas exactement pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on est, tout ça, on va mettre plein de coups d'épée dans l'eau et autant prendre le temps au début pour aller vite ensuite, quoi. Et complètement, tu vois, c'est marrant, à l'atelier, nous on dit savoir perdre du temps pour en gagner par la suite. C'est du temps investi. Bien investir son temps de cadrage avec les bonnes personnes autour de la table, évidemment. Donc ce n'est pas rater ce temps-là, il y aura 2 de nos clés en fait là-dessus. Et la 3e clé sera évidemment autour du temps d'exécution parce que cadrer c'est bien, mais après il y a tout ce travail un peu de, comment dire, je dirais de Vestal qui entretient la flamme. Il y a comment, en quelque part, on fait en sorte que le projet ne s'enlise pas et aille bien au bout, atteigne les objectifs fixés. Encore faut-il évidemment avoir fixé des objectifs. Tu me vois venir. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce que Anne-Claire est en train de dire, j'ai oublié de vous le dire quand on s'est présenté rapidos, parce que j'avais trop de trucs à vous partager. Mais en fait, Anne-Claire, c'est des méthodes qui sont ultra éprouvées qu'elle va vous partager. Elle intervient aussi bien en start-up qu'en grand groupe qu'en ETI. Par exemple, je sais pas, tu es intervenu auprès de Naval Group, tu es intervenu auprès de Pozos, tu es intervenu avec nous auprès de La Redoute. Donc voilà, c'est vraiment des méthodes qui fonctionnent, qui parfois vous allez vous dire ah bah oui, évidemment, il faut le faire, sauf qu'en fait, on le fait pas. Donc voilà, je vous invite à vraiment écouter ce qu'Anne-Claire va dire. Et autre petit disclaimer, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Contrast, qui est le petit bouton que vous pouvez voir en bas. Où en fait, si jamais à un moment vous devez partir avant la fin, que vous n'avez pas pu poser vos questions, ou que vous avez une problématique que vous n'avez pas pu soumettre, ou que vous voulez creuser, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec nous avant de partir, et comme ça, on pourra prendre le temps de creuser la problématique avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est un petit cadeau qu'on vous fait. Mais voilà, donc il y a le petit bouton prendre rendez-vous et je l'enlèverai, je le remettrai au cours de ce webinaire. Anne-Claire, Merci. on envoie sur la première clé. Ouais, complètement. Merci pour ces 2 petits disclaimers. Avant cette première clé, du coup, je rebondis sur ce que tu disais, c'est oui, ça fait 10 ans que je fais ce métier. Oui, en PME, en ETI, en start-up, en grand groupe. En fait, ce qu'il faut se dire ici quand on gère des projets, notamment RH, c'est qu'en fait, on gère de la dynamique collective. Comment on collabore correctement autour d'un projet. Ça fonctionne partout et dans toute entreprise et à toute taille d'entreprise. C'est toujours comment bien mener un projet de surcroît, support transverse, donc qui touche énormément de monde. Et donc, ne pas faire fi d'une forme de, comment dire, de bien rythmer, en fait. Entretenir le rythme de cette dynamique collective. Leader sur le papier ou non, manager ou non, j'aime bien différencier les deux parce que je trouve qu'on peut avoir énormément de leadership et pas du tout être manager, et inversement d'ailleurs, même si tout manager doit bosser son leadership. Mais je pense que quand on mène un projet, RH de surcroît, on doit faire preuve d'une forme de leadership assez forte.
c'est-à-dire de capacité à mettre en mouvement autrui. C'est ça finalement qu'on travaille quand on bosse de la gestion de projet. Allez, on parle Non, de cette d'accord avec première clé. toi. Non, mais je rebondis aussi vite fait là-dessus avant d'enchaîner sur la première clé, mais je suis complètement à ce que tu dis. C'est-à-dire que pour moi, quand on est manager, en fait, on peut demander aux gens de faire des choses parce qu'on est leur chef. Donc, Ouais, on va dire, même avec un peu moins de leadership, juste, voilà, c'est comme ça, je suis ton boss et tu fais ce que je te demande. Quand on est chef de projet, que c'est du coup, on manage un projet, mais on manage, c'est transverse. On n'est plus les chefs des autres qui collaborent au projet. Et c'est là où il faut justement s'appuyer sur du leadership, d'autant plus parce que ça va être aussi un métier d'influence, d'obtenir des gens qu'on veut qu'ils fassent pour le projet alors qu'on n'est pas leur chef. Et c'est là où le leadership va être méga important. Et donc voilà, de réussir à bosser l'influence, d'avoir des bonnes techniques. Et donc du coup, toutes les clés aussi qu'on va voir ensemble sont un moyen d'avoir du leadership et d'embarquer les gens sur le projet. ouais. Bref. Et Donc par autour, ailleurs, pas de panique, hein, tout le monde, comment dire, on ne naît pas leader, hein. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de croyances autour des leaders nés, des gars, ah ouais, mais eux, ils savent tout embarquer, et cetera. Oui, peut-être, qu'il y en a quelques-uns, mais en vrai, c'est surtout un peu de boulot et beaucoup d'outillage. Ça se fait, en fait. On n'est pas obligé d'avoir, la gouaille du siècle pour embarquer. Par contre, c'est sûr qu'il y a quelques fondamentaux à ne pas oublier et ça tombe bien, notre première clé en est une. allez, ça renvoie. Première clé, savoir pourquoi. Attention, on va enfoncer une énorme porte ouverte et pourtant personne ne le fait. Hem, Tout projet d'entreprise, tout projet RH devrait tout le temps démarrer par une réflexion saine, simple, évidente. À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? Et c'est rigolo, on parlait de leadership juste avant, mais parce qu'en fait, là, si je reprends notre super exemple d'ailleurs, hein, de qualité de vie au travail, bah, c'est pas parce que la direction le demande, que les RH vont être embarqués dans l'idée de faire ça. Ça ne met en mouvement personne qu'on doit le faire pour janvier parce que les gens l'ont demandé. Non, personne, pas vraiment. Et même s'il y a un effet, ce que tu disais en fait, parce que je suis ton chef, je te le demande, donc il y a un effet obligatoire, forcément, il y a déjà tellement de travail que ce ne sera pas priorisé par les personnes et elles vont pas y mettre de l'engagement et de la bonne volonté avec ce message-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, on doit faire preuve de leadership et donc d'aller chercher un outil de sens, aussi bête que ça. Remettre au centre du village en premier temps d'abord le pourquoi on le fait, donc le sens de ce qu'on fait. À quoi sert ce projet? Pour obtenir quoi on fait ça? Quelque part aussi peut-être c'est intéressant tout ce que tu as dit en introduction tout à l'heure sur la place des RH dans la stratégie de l'entreprise. Euh, En fait, c'est tellement central, quoi. Le facteur humain, c'est tellement central. Moi, s'il y a un truc qui me rend dingue dans la vie, c'est d'ailleurs le mot ressources humaines. Les humains ne sont pas la ressource, ils sont l'entreprise. Il faut arrêter. C'est pas une ressource parmi mille. Le café est une ressource. Ok, super. Mais l'argent est une ressource, mais les gens ne sont pas une ressource. C'est la clé. Vous êtes au cœur de toute la stratégie. Vous êtes le moteur de toute la stratégie. Et déjà, se redire ça, ça fait du bien. Mais à chaque fois que je lance un projet RH, c'est de se redire à quoi il sert au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va provoquer? Quel impact va-t-il avoir? Et donc, par conséquent, quelque part, quelle est notre brique dans la stratégie actuelle de l'entreprise? C'est même hyper intéressant de se dire, OK, est-ce que l'entreprise a une raison d'être, un why, un pourquoi? Bon, dans les faits, toute entreprise a une raison d'exister, hein, sinon elle n'existerait pas, mais est-ce qu'on sait se le formuler? Est-ce que la direction, les RH, la culture d'entreprise, est-ce que tout ça a été posé ou pas? Et si ça a été posé, du coup, notre projet là-dedans, quel impact a-t-il? Quelle est notre place dans ce why d'entreprise? Et donc, quel est notre why au sein du why, quelque part? En fait, on pourrait presque parler de poupée russe. Je parle de why vis-à-vis de la théorie de Simon Sinek, hein, j'en dis quelques mots, même si beaucoup de gens la connaissent. Donc, Simon Sinek, conférencier anglo-américain, il fait très ricain, très Startup Nation, très connu pour, entre autres, plusieurs livres qu'il a créés qu'il a écrit autour d'une thématique, la thématique du why, du grand pourquoi. En gros, ce conférencier s'est posé la question il y a de ça 15 ans, hein, c'est pas de prime fraîcheur, la question des discours inspirants. Qu'est-ce qui fait qu'un discours est plus inspirant qu'un autre? Il prend d'abord l'exemple, il me semble, de Martin Luther King. Qu'est-ce qui fait que Martin Luther King, parlant de ségrégation, a mis en mouvement plein de personnes, alors que ce n'est pas du tout le premier,
à adresser cette problématique de la ségrégation. Mais en fait, il a mis en mouvement plein de gens parce que, entre autres, il a fait une prise de parole très célèbre, entre autres, commençant par une phrase qu'il va marteler pendant toute la prise de parole, entre autres, qui commence par I have a dream. Tiens, marrant, quand je parle de mon rêve, de l'impact que je souhaite avoir sur la société, du monde parfait dans lequel j'aimerais vivre, de ce que j'obtiendrai à la fin de tout ça, je mets quand même carrément plus en mouvement les gens que si je parle du problème, de ce que je vais faire, de ce que je vais mettre en place demain, etc., etc. C'est humain. Et donc, Simon Sinek dit toujours People don't buy what you do, they buy why you do it. Les gens n'achètent pas déjà pas ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. C'est évidemment très marketeux. Il prend après l'exemple de beaucoup d'entreprises comme Apple qui communiquent différemment que ses concurrents. Et il théorise ça autour d'un truc qu'on appelle le Golden Circle, qui est un espèce de cercle concentrique Why, How, What. Et en gros, il dit tout le temps que la plupart des gens qui communiquent sur leur entreprise, mais on pourrait complètement copier-coller ça sur n'importe quel porteur de projet. Tout porteur de projet entreprend en soi. Et en fait, tout porteur de projet pourrait complètement communiquer autour de son projet avec son why et non pas avec son what. Quand il prend l'exemple d'Apple, Simon Sinek dit, bah voilà, quand Dell ou Asus vend des ordinateurs bien faits, Apple, lui, vend des libérez votre créativité, soyez différent, think different, êtes vous-même. Et comment je le fais? Via des ordinateurs bien designés, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Des i machin, i truc, i bidule, etc. On voit la nuance. Moi, je ne suis pas une marketeuse. Par contre, je suis aussi une professionnelle de la culture d'entreprise. Et ce que je sais, c'est que dans son People don't buy what you do, on pourrait dire les gens ne vous suivent pas si. Les gens ne vont pas suivre, je ne sais pas, la mise en place d'un baromètre. Ils s'en fichent de ça. Par contre, ils vont suivre l'impact que vous souhaitez avoir sur votre entreprise. Allez vous poser la question du sens, du pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui va quelque part nous permettre de fédérer? C'est un outil qui va vous permettre de prioriser vos actions. Dans le fond, pourquoi on le fait? Donc, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le baromètre ou par autre chose d'ailleurs? C'est un outil de sens. On va se rappeler régulièrement, et dans 3 mois, et dans 4 mois, et dans 6 mois, quand c'est dur, pourquoi on fait ça déjà? Et ça fait juste du bien. Déjà pour soi-même, pour se lever le matin, mais pour mettre en mouvement autrui. Et enfin, quelque part, bah oui, c'est un outil de management, quoi. On va pouvoir rappeler aux gens la grande priorité, le grand pourquoi. Et se permettre donc de fédérer avec quelque chose qui reste. Si par exemple, on se dit pour la qualité de vie au travail, c'est un baromètre qu'on veut créer, mais en fait, au bout de 3 mois, on se rend compte avec les retours collaborateurs que c'est pas ça du tout, mais qu'il faut par contre remettre en priorité le retravail du télétravail. Bah, en fait, on va pas perdre la moitié des gars qui étaient rentrés dans le projet pour designer le baromètre parce qu'ils trouvaient ça cool. Non, parce qu'en fait, on les aura embarqués avec l'élément qui compte, l'élément tangible, l'élément ancrant, qui est en fait le truc qui ne bougera pas, l'immuable, donc le pourquoi on le fait. J'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu penses que c'est assez clair ou tu as des questions pour un petit peu Ouais, si, non, franchement, je trouve ça super clair et ça m'évoquait pas mal tout ce que tu as dit. OK. Deux choses en particulier. La première, quand tu parlais de Martin Luther King, pour Mmh. savoir pourquoi on fait ça. Ouais. Un des moyens de le faire, il y a T. Duart qui a écrit un bouquin où je me souviens plus ce que j'essayais de rechercher. Si, c'est Resonate, voilà. Je cherchais le titre pendant que tu parlais. Ouais. Où elle dit, elle, notamment dans ses discours, pourquoi en fait elle met une tension à chaque fois elle dit entre what is et what could be. Et en gros, ok, aujourd'hui on est là, mais qu'est-ce que ça donnerait si on faisait quoi? Et pourquoi? Et en gros, c'est pourquoi on le fait. Et pour embarquer les gens, dire ça pourrait être comme ça. Bon, aujourd'hui on est là, mais punaise, ça pourrait être comme ça, quoi. Et donc ça, c'est un formidable moyen de dire le pourquoi des gens. Et ça me fait penser un peu à I Have a Dream, comme tu disais, quoi. Il dit mais punaise, le rêve, ça pourrait être comme ça, quoi. Et le deuxième truc, c'était, je me souviens quand j'étais stagiaire à l'époque, mon premier vrai stage de 6 mois en entreprise. Il y avait le directeur artistique de l'entreprise dans laquelle j'étais. Il y avait un gros poste qui était le numéro 2 marketing de la boîte, quoi. Mmh. Euh, qui à un moment avait pété un câble parce qu'il avait demandé à ses équipes mais pourquoi vous faites ça? Et personne ne savait lui répondre de pourquoi il faisait. Mais il dit mais si vous savez pas pourquoi vous faites un truc, mais on le fait pas en fait. On a des milliards de trucs à faire. Si on sait pas pourquoi, il y a un problème. Donc soit on sait Bien sûr. pourquoi et ça vaut le coup et on le fait, mais si on sait pas pourquoi, niet quoi. Et il avait pété un câble c'était un open space, dans l'open space, j'étais genre wow et tout là.
j'étais en train de me faire tout petit parce que c'était pas mon équipe, donc j'étais un peu à côté. Mais je voyais ce truc-là et ça m'avait hyper marqué. À chaque fois maintenant, dès que je fais un truc, donc tu sais, je me dis pourquoi on fait ça ou avec la Masterclass, pourquoi on fait ce truc-là, quoi. Mais En vrai, ouais, c'était un peu. c'est du bon sens en fait. C'est vraiment du bon sens. Bon, je suis vraiment navrée pour la forme de comment ce mec l'a exprimé, mais par contre, le fond est hyper réel et je ne vois pas comment en fait on peut tomber dans ce piège que de commencer à faire des choses sans sens, sans savoir pourquoi on les fait. En tout cas, c'est évident, c'est que quand on fait ça, on n'y prend pas beaucoup de plaisir, ni beaucoup de passion, ni beaucoup d'engagement. Et donc pour un projet de surcroît transverse, forcément, ça va être dépriorisé dans la tête de tout le monde. Mais souvent, moi je trouve que le problème régulier dans les projets, je ne pense pas que les gens se posent trop la question de pourquoi ils le font. Par contre, je pense qu'ils ne prennent pas le temps de s'aligner autour de ça. Ils tombent dans le piège de l'évidence. Ils tombent dans le piège, pour moi, qui est énorme. S'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est de rentrer dans le piège du tacite. Mais c'est évident. Ah Mais tout ouais. le monde le sait pourquoi on fait ça. Mais en fait, c'est normal. Ok, donc comme tout le monde le sait, on ne se le dit pas et on passe à côté, encore une fois, perdre du temps pour en gagner, on passe à côté de ce temps d'échange, d'alignement, hyper agréable en fait, où on choisit le bon mot, où on prend le temps de se dire putain ouais, on est tous hyper d'accord, ou non, mais où l'échange est hyper riche, mais où on se rassure en fait en se disant ok, cette équipe projet est la bonne, d'ailleurs on souhaite tous aller dans le même sens, on s'est d'ailleurs tous bien posé la question de pourquoi, on est d'accord, on est raccord, on veut prendre cette place dans l'entreprise, on veut prendre cette place dans la stratégie de l'entreprise, qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Et ça, je trouve ça terrible, terrible. Enfin, c'est vraiment ouais, le piège du on veut aller trop vite, le biais d'efficacité que je comprends complètement, on a tellement de choses à faire. Et donc le piège du c'est tacite, c'est évident. Ouais. Là, je suis vraiment un adepte, pareil, on en a parlé pas mal de fois avec mes associés. Ouais, On est en mode communication explicite. Quitte à ouais, se croire que l'autre nous prend un peu pour un teubé, hein, mais c'est pas grave, genre de se dire, on dit, on énonce les choses le plus clairement possible, et comme ça, il n'y a pas de doute en fait. On sait pourquoi on fait le truc, on sait même après comment on va le faire, etc. Mais communication hyper hyper explicite et il n'y a pas de non mais je pensais que tu savais ou ah mais je pensais que je pensais quoi. C'est hyper hyper explicite. Ok, et toi pour communiquer le pourquoi. Tu as une ouais. manière peut-être de le faire émerger si il est pas si évident que ça, ou tu as une manière de le diffuser à tout le monde ou Ouais, chacun sa manière? mille et une manières qui existent. Maintenant, je pense qu'il y a pareil un piège dans lequel ne pas tomber. C'est en tant que porteur de projet, se poser la question tout seul, s'écrire une jolie phrase qu'on trouve être la bonne et débarquer dans la réunion d'après en disant les gars, voici la raison d'être de notre projet, voici le pourquoi on fait ça et vous balancez la phrase. Bon, ça ne marche pas parce que on est humain de surcroît français. Donc, quand on fait ça, hélas, ce qui se passe dans la tête des gens en face, c'est je l'aurais pas dit comme ça. Moi, j'aurais dit plutôt ça comme ça. Moi, en fait, et donc en fait, vous n'embarquez pas complètement les gens qui, en plus, si ça se trouve, auraient sorti une phrase, ma foi, très très proche. Donc, soyons un peu politiques et malins. Bien sûr qu'en tant que porteur de projet, c'est important de se poser la question en soi-même de pourquoi on le fait, pourquoi on le mène. Si vous êtes le porteur, le référent, la porteuse, la référente de ce projet, c'est hyper important évidemment que vous incarniez au maximum ce pourquoi et que vous en serviez dans votre management. Maintenant, prendre les parties prenantes, j'ai envie de vous dire presque au sens large, toutes les personnes touchées par ce projet, qui vont devoir vraiment mettre les mains dans le cambouis, c'est pas inintéressant de les mettre autour de la table au moment de cette réflexion. Petite introduction, j'aimerais bien qu'on se pose la question de pourquoi on fait ça avant de se lancer, pour être sûr d'être aligné, pour bien prioriser par la suite, pour pouvoir se le rappeler quand ce sera difficile. On se prend 5 minutes de réflexion individuelle, puis on partage, puis on se met d'accord. C'est aussi bête que ça. Euh, ça Voilà. prend pas énormément de temps et c'est juste que là, vous êtes sûr à 100% d'avoir embarqué un maximum de personnes. Après, ça Ça dépend du nombre de gens autour de la table. Oui, ça, je constate que c'est vraiment pas fait très souvent, quoi, hein. ben ouais. La fédération et tout le monde et de dire: «OK, on va voir ensemble pourquoi on fait ça», pour pouvoir se le rappeler plus tard, pour pouvoir prioriser à la bonne échelle et tout ça. Franchement, c'est pas fait si souvent que ça, alors que ça prend pas beaucoup, beaucoup de temps et c'est game Bah ouais, changer pour la suite, quoi. complètement. C'est game changer, mais c'est toujours vu comme du temps perdu. Puis, temps perdu, j'ai envie de vous dire, si vous ne croyez pas, testez-le, vous verrez la différence entre le projet avec lequel vous l'aurez fait et ceux auxquels vous ne l'aurez pas fait. Vraiment. D'ailleurs, pareil, si vous avez particulièrement, on parlait tout à l'heure du quatrième problème qui n'est pas les bonnes personnes autour de la table. Je me souviens de notre dernier webinaire, Raph, où on avait beaucoup parlé des parties prenantes et des potentiels aussi détracteurs au sein de l'entreprise. Euh,
Des fois, ça mange pas de pain si vous avez des sponsors dans l'entreprise ou des managers un peu haut placés, peut-être des gens qui ont des capacités de nuire en fait à votre projet, les embarquer en les mettant autour de la table à ce moment-là pour qu'en fait ils aient dit ce qu'ils avaient à dire ou qu'ils aient eu l'impression de participer. En tout cas, peut-être penser, être malin et donc mettre autour de la table aussi les gens peut-être qui pourraient mettre un coup de frein pour en fait être sûr dès le début de les avoir dans notre poche. Parce que quoi de mieux finalement que d'avoir eu l'impression de participer à quoi sert ce truc. Ça soulage beaucoup de gens. Ça peut être un très bon tips aussi. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, hyper puissant. Trop, trop bien. Je vois qu'il est déjà 12h02. Je propose qu'on passe à la deuxième clé. Oui. Une fois qu'on sait pourquoi, maintenant, il faut savoir on va où. Ouais, c'est marrant, tout à l'heure, je parlais de dynamique collective et moi, j'utilise toujours un petit peu la même illustration pour, illustrer un projet qui avance dans le bon sens. Pour moi, une équipe, que ce soit, 3 Pékins, du club de tennis du coin de la rue, une équipe de projet RH transverse ou n'importe quelle équipe d'entreprise d'ailleurs, dynamique collective égale des gens qui rament, sur une barque pour avancer correctement ensemble. C'est une image que j'ai bien en tête parce que je trouve qu'on voit tout de suite en fait quels sont les grands fondamentaux de la dynamique collective. On parlait du pourquoi, ce serait un peu le faire sens, à quoi sert cette embarcation, pourquoi les gens ont choisi de monter sur cette galère plus qu'une autre, pourquoi les gens ont choisi de monter dans ma barque plus qu'une autre. C'est ce qui fait sens, c'est vraiment le pourquoi. Maintenant, une fois qu'on a ça, ok, on sait pourquoi on est là, mais où va-t-on? Un cap clair. Sinon, la moitié des Pékins vont ramer par là, pendant que l'autre vont ramer par là, on va tourner en rond, ça va être infernal. Il faut être clair sur les objectifs, et je parle au pluriel, que vous souhaitez atteindre. Qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Et j'ai envie de vous dire, plus le projet est massif, colossal, transverse, avec beaucoup de monde, plus on va falloir peut-être se donner plusieurs objectifs quelque part dans le temps pour se permettre d'atteindre ça assez régulièrement, d'avoir des ports réguliers pour faire la fête, boire des coups, bref, célébrer ce que vous avez atteint comme petite victoire et avancer vers ce qu'on pourrait appeler une vision, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, en tout cas un cap, une stratégie, quoi. Tout à l'heure, on se disait, avec le pourquoi, on se pose déjà la question de quelle est notre place dans l'entreprise, le pourquoi du projet dans le pourquoi de l'entreprise. Pareil, on parle de vision, on parle de stratégie de projet, d'objectifs de projet. Ce serait intéressant de se poser la question, si la stratégie d'entreprise, court terme, moyen, long terme, que sais-je, mais la stratégie de croissance de l'entreprise va là, notre projet, là-dedans, il impacte en quoi? Quelle est notre stratégie au sein de cette stratégie? Quelle est notre vision au sein de cette vision? Et toi, Raph, tu commences à être rompu à cet exercice, je sais, parce que tu le fais aussi comme ça chez Fasterclass. Mais voilà, nous, à l'atelier, on pousse pour que cette vision partagée qui aligne toutes les personnes soit écrite en 3 temps. Une vision court terme, une vision moyen terme, une vision long terme. Pareil, bon sens, à votre avis, pourquoi? Évidemment, pour faire en sorte que ce soit séquencé, qu'on puisse s'arrêter, qu'on puisse montrer qu'on avance, etc. Bien sûr, tout ça est vrai, mais surtout parce que managérialement, ce sont 3 outils distincts qui vont nous mettre en mouvement, toujours penser dynamique collective, leadership, je me mets en mouvement moi et ceux qui gravitent autour de ce projet. Ces 3 visions-là servent servent de manière différente. La vision long terme, où on en sera quand on aura fini le projet, par exemple, dans 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Les projets RH sont intéressants parce que souvent, c'est pas juste l'implémentation d'un outil, c'est l'outil est implanté, mais il y en a un autre, mais il y a un suivi, mais il y a une itération. Et d'ailleurs, par exemple, si on parle de notre fameux exemple de baromètre, c'est pas parce qu'on l'a implanté qu'on a commencé à récolter les résultats, c'est pas parce qu'on a récolté les résultats qu'on a implanté les bons process pour, du coup, montrer qu'on a traité la problématique. Par exemple, pour commencer à avoir notre impact sur un taux de turnover ou un taux d'adhésion, il faut du temps, quoi. Donc, c'est souvent des projets qui s'étirent sur la longueur. Ces projets-là, donc, c'est intéressant d'avoir une vision long terme parce qu'elle est motivante. On parle d'outils d'attraction. C'est l'outil de kiff, c'est l'outil de phare dans la nuit, c'est le truc auquel on se rattache quand on en a marre, quand on est à notre xème ligne sur Excel pourrie de développement de ce fameux baromètre V1 et qu'on n'y arrive pas et que l'équipe test ne voulait pas le faire. Enfin bref, attends, on fait tout ça parce qu'un jour on aura obtenu ça, parce qu'un jour on aura eu tel impact sur nos collaborateurs, parce qu'un jour on leur a permis de faire ça, parce que, etc., etc. Ça, c'est la long terme, outil d'attraction.
À l'inverse, le court terme, c'est le et maintenant, c'est le focus, c'est la priorité. Quoi de plus important dans un projet de surcroît transverse que de faire priorité commune? On est tous déjà très chargés par notre travail quotidien. Par conséquent, si j'ai un truc comme 10% de mon temps à donner à un projet, il faut que je donne le bon temps et la bonne énergie à la bonne priorité. Encore une fois, ne tombez pas dans le piège du tacite. Chacun priorise différemment selon son regard, selon son angle de vue vis-à-vis du projet. Faites en sorte que la priorité de tout le projet soit claire pour tout le monde. Donc pareil, on coécrit, on s'aligne derrière la stratégie long terme, bien sûr, ce qui fera pour nous réussite, mais aussi derrière la prio du moment, c'est quoi? À 3 mois, à 4 mois, allez, max 6 mois, si on veut un cycle humain un peu plus long, on est content si on a atteint quoi? Quelle est la première étape? Et enfin, j'ai envie de vous dire la moyen terme, ce n'est pas en aucun cas le truc mou du milieu, ça ne servirait à rien en termes de dynamique. La moyen terme, c'est un peu, voyez ça comme le coup d'après la court terme. C'est le futur focus. On l'a dans le viseur, mais ce qu'il faut. On aime bien dire avec mon associé Sophie que c'est un outil d'abandon. C'est ce qu'on doit abandonner. En gros, on doit abandonner l'énergie qu'on était en train de lui donner. C'est vous permettre de juguler peut-être les génies fous autour de votre projet qui veulent faire trop de choses en même temps. Et on va faire ça, et on va faire ça, on va lancer tel truc et tel truc et tel truc et tel truc et tel outil en même temps, etc. Non, ce n'est pas possible de faire tout ça. On va donc s'accorder, s'aligner sur quelle est la priorité du moment et donc ce qui viendra juste après. En termes de dynamique, pour que vous compreniez bien, d'image, moi je prends toujours la même. Quand je pose une vision d'un projet, je m'imagine face à un escalier. Le palier que vous voulez atteindre est la vision long terme. L'outil d'attraction, le rêve, le phare dans la nuit, c'est le palier. Un jour, on aura eu tel impact. Concret. La marche que je suis en train de monter et la priorité du moment, c'est la court terme. La moyen terme, c'est la marche juste après. Je l'ai dans le viseur, je vais bientôt la monter, mais pour l'instant, toute mon énergie et l'énergie de mon équipe sont sur la court terme. C'est Ok. vraiment pas mal. Nous depuis qu'on a fait la formation ensemble, donc Project Mode, Ouais. vous pourrez la voir sur notre site internet. Il y a toutes ces méthodes ensuite comment est-ce qu'on établit nos visions, etc., etc. Et puis les résultats et machin, et les porteurs d'axe et tout ça. Mais depuis, on l'a mise en place au sein de Fasterclass. Franchement, on n'a jamais changé de méthode ensuite parce que ça marche trop bien pour nous. Et Mhm. c'est vrai que on se sert énormément de la vision long terme en mode, surtout que nous, c'est notre boîte et bah, les Ouais. entrepreneurs, hein, vous savez, hein, il y a des hauts, il y a des bas, je vais pas vous l'apprendre. Donc, on se sert énormément de la vision long terme qui est ce qui nous fait tenir. Donc, tu disais le phare dans la nuit, c'est exactement ça. La court terme, vu qu'on a 2000 trucs à faire, c'est OK, OK, où est-ce qu'on se focus? C'est exactement ça. Et après, la Mhm. moyen terme, nous, c'est vraiment le moyen de se vider notre charge mentale, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment de se dire: «Ouais, ah, il y a aussi ça à faire, oh, il y a aussi ça, oh, il y a aussi ça à faire bientôt et tout» et vraiment on se dit: «OK, OK, on l'écrit, on se le met dans le moyen terme» et il y a un peu plusieurs trucs dans le moyen terme, mais et après on redécidera quel est le truc vraiment court terme. Parfois, on a la deuxième et la troisième et la quatrième marche parce qu'on sait qu'on va devoir y passer, mais on sait pas encore dans quel ordre et mais au moins on sait qu'on l'a dans le viseur, hein, on va y aller un jour bientôt, mais pas tout de suite, quoi et ça nous aide énormément. Et c'est une méthodologie que vous avez baptisé le master plan, de mémoire, Oui. enfin de mémoire, je suis sûr même et et franchement, mais c'est de la bombe, donc je vous encourage à creuser ça, webinaire et si vous voulez qu'on approfondisse, pareil, il y a toujours le petit point, le petit, bouton prendre rendez-vous, si vous voulez, on peut en parler avec grand plaisir. Complètement. Moi, ce que je trouve intéressant avec cette notion de vision, notamment court terme, et en fait presque cette dichotomie court terme, moyen terme, euh, c'est que ça permet à chacun, quelque part, de monter en conscience et donc quelque part en responsabilité sur ce qu'il est en train de faire au sein du projet. C'est-à-dire que des fois, je vais choisir de faire quelque chose qui est peut-être défocusant, ou en tout cas pas dans le focus, mais je le fais en conscience, je le fais. Je le sais, pardon, je le fais en conscience, je le sais. Et donc, quelque part, je choisis en fait d'investir mon temps autrement, au moins j'en suis conscient. Comment dire? Ça responsabilise les collaborateurs qui peut-être parfois vont prioriser plutôt au plaisir à faire une tâche plutôt qu'à l'impact sur le projet. Ça les met face à ça. Et pareil, un même mode opératoire que la raison d'être, c'est
carrément plus fort et impactant et du coup aidant pour le management du projet sur toute la suite que d'aligner tout le monde en les mettant autour de la table. Pareil, on explique la vision, c'est un court terme, un moyen terme, un long terme, voilà pourquoi. Petit temps individuel, puis mise en commun. Forcément, on a 3 phrases à écrire, pas qu'une seule comme la raison d'être, donc ça peut paraître comme la raison d'être, hein, le pourquoi. Donc forcément, ça peut paraître un peu plus pénible, un peu plus long. Souvent, ça peut prendre 2-3 heures, une demi-journée si vous êtes nombreux, mais pareil, sur un projet qui, de surcroît, s'étire dans la longueur, pour moi, c'est must have. On peut pas faire sans, Ouais, quoi. ça sera une demi-journée vraiment très bien investie pour éviter que ça patine après pendant des mois et des mois, quoi. Complètement. Ouais. Petit élément, enfin complémentaire, comment on écrit une vision? S'il vous plaît, parce que justement, Raphaël a donné un peu le mauvais exemple. Il a dit: «Bah, nous, notre moyen terme, on met plein de trucs dedans». Oui, ça marche un peu pour les entrepreneurs qui, du coup, ont quelque part la charge, mentale de leur entreprise complète en tête et cetera. Néanmoins, s'il vous plaît, ces 3 termes-là, ne m'écrivez pas de liste à la Prévert, voire de liste au Père Noël, des trucs, des longs pavés que personne ne retient. Parce que, encore une fois, gardez en tête que c'est un outil d'abord de leadership, de mise en mouvement d'autrui. Il faut que vous puissiez régulièrement vous les rappeler et les rappeler à vos collaborateurs. Donc, si c'est à court terme, on a fait ça et ça et ça et ça et ça et ça, ça ne marche pas. Essayez de Ouais. trouver un titre chapeau, quoi, un truc simple, tranchant, impactant, pas catchy, marketing qui veut rien dire, attention évidemment, mais moi je veux une suite de 3 objectifs clairs, nets, simples. Dites-vous vraiment que vous êtes en train d'écrire 3 chapitres d'une histoire. Et il faut que les chapitres, vous puissiez les répéter régulièrement. Sinon, encore une fois, vous allez peut-être tomber dans le deuxième problème qui est, on a fait un super kick-off, on en a parlé des heures, on a écrit un super truc, mais on a mis ça, selon l'entreprise, sur un PPT, une page Notion ou que sais-je, et on l'a plus jamais rouvert. Et ça, c'est terrible. C'est encore plus désengageant que rien faire. Donc, une bonne vision égale une phrase courte, parce que retenable, simple. J'aime bien dire au présent. Sujet, verbe, complément, au présent, simple. Pourquoi au présent? Parce que beaucoup plus motivant. On va essayer de lutter contre cette longue liste de verbes à l'infinitif qui dégoûte tout le monde. Dans 3 mois, avoir fait ça, on a, enfin, ouais, avoir organisé ça, enfin, bon, toute cette liste de verbes infects. Bref, j'en ai plein en tête et en même temps, du coup, tout se bouscule. Non, conjuguez-la, mettez ça au présent. Ça vous permettra quelque part de vous projeter davantage dans l'histoire que vous racontez. C'est beaucoup plus motivant de se dire, dans 6 mois, on est là, on a ça, on fait ça, on est capable de ça. Dans 6 mois, chaque collaborateur est capable de nous remonter tel problème vis-à-vis de son bien-être. Dans 6 mois, on est capable de traiter chaque problème, etc. Projetez comme si vous y étiez. Beaucoup plus motivant. Ouais, c'est clair. Donc une phrase simple, courte et enfin constatable, je dirais mesurable. Gardez en tête quand même qu'on parle d'un objectif. Il faut que dans X temps, quand c'est le bon moment pour la phrase, par exemple, je ne sais pas si votre court terme est à 4 mois, il faut qu'à 4 mois, vous puissiez dire c'est atteint, oui, non, oui à 70%. Sinon, vous n'allez pas pouvoir quelque part célébrer ce que vous avez à célébrer et donc bien piloter la bonne avancée de votre projet. Le pilotage est d'ailleurs autour de notre troisième clé. Ah, je vois qu'il est déjà 12h14, alors hop, 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 j'envoie sur la troisième clé. Juste aussi sur les visions court terme, long terme, et cetera. J'imagine que ça va dépendre du projet, mais en gros, court terme, c'est quoi? C'est le prochain mois, les 3 prochains mois, un truc comme ça? Là, ça pourrait être d'ici la fin de l'année? Ouais, ça dépend vachement du projet. Des gros projets avec énormément de parties prenantes, je sais pas, une trentaine de personnes, où on sait que ça va s'étirer sur 3 ans. Un court terme à 6 mois, je trouve ça très sain, très bien. Ça vous permet de mettre en place quand même beaucoup de choses. Et plus de 6 mois, j'y crois pas. C'est un cycle trop Ouais, long. Enfin, bon, 2 saisons, c'est bien, quoi. C'est un cycle humain, ouais. en fait, quelque part. À l'inverse, même un tout petit projet qui doit aller très vite, laissez-vous les coups des franges de mettre en place des choses pour atteindre cette fameuse court terme. Donc, descendez pas trop en dessous de 2 mois et demi, 3 mois. OK, ça c'est bien. Allez, c'est parti pour la troisième clé. Une fois qu'on sait pourquoi, on sait vers où on va avec les visions, comment? Faut savoir Bah ouais, comment. complètement. On est sur notre barque. Maintenant, on sait pourquoi on a embarqué, on sait où on va, mais il n'empêche qu'il doit toujours se poser la question de qui on met en figure de proue, parce qu'on qui on met derrière, parce qu'on rame à quelle cadence, parce que qui donne cette cadence, etc. Tous des éléments de suivi, de cadrage. Là, quelque part, une fois que vous avez mis les bonnes personnes autour de la table, que vous êtes alignés sur qui on est, pourquoi on est là, donc où va-t-on,
Encore faut-il un petit peu structurer certains éléments. Là, il y a 1000 et une clés possibles, mais juste posez-vous un peu la question de OK, comment on y va, notamment focus court terme. Le reste, vous l'oubliez. Vous faites un focus priorisation, vision court terme, et cette vision, déclinez-la. Déclinez-la en grands chantiers, en grandes thématiques. C'est aussi bête que ça. Quels sont les 2, 3, 4 grands chantiers, les 2, 3, 4 parts du gâteau, et quelque part commencer à tendre vers ce que Raphaël appelle un master plan. On pourrait parler d'une feuille de route. Pareil, pas obligé d'écrire un énorme truc, surtout si c'est un tout petit projet sur 3-4 mois, mais juste, OK, pour être certain d'avoir bien avancé vis-à-vis de notre vision court terme, encore une fois, c'est elle qui dicte les bonnes thématiques. Quels sont les 3-4 tiroirs de la commode, quoi. Comment on range ça? Pourquoi décliner en thématique? Parce que ça vous fait des sous-projets et donc que vous pouvez faire en sorte de définir des référents par ces thématiques. Autant il est évident qu'on doit avoir un bon porteur de projet, pas quelqu'un qui se tape tout seul, c'est pas tellement de points, mais quelqu'un qui quelque part a la casquette et donc la charge mentale que ça se passe. Encore une fois, si c'est le boulot de tout le monde, c'est le boulot de personne. Il faut avoir un référent. Maintenant, le référent, puisqu'il ne doit pas tout saper tout seul, c'est important de diviser en sous-projets, en thématiques, et du coup de définir des référents de ces thématiques. Aussi bête que ça. Vraiment, ça, si vous avez une vision court terme claire, priorité claire pour toute l'équipe, qu'on a allé diviser ça en 4 chantiers, et que les 4 chantiers sont menés par des personnes qui ont la charge mentale du fait que ça avance, pas encore une fois qui se tapent tout le chantier tout seul, c'est pas le point, encore moins dans des projets transverses parce qu'il y a énormément de politique interne à avoir. Mais c'est juste vraiment de se répartir la charge pour être sûr que ça avance bien. Et une fois que c'est ça, vous allez pouvoir du coup prioriser peut-être ces thématiques et se dire ok, on avait 10% de notre temps à allouer, mais en fait c'est la merde, donc on a 5% de notre temps à allouer à ce projet. Bon bah la thématique prioritaire sera la thématique 1, donc on monte tous sur le pont pour aider la personne référente de ce projet. Ça peut en fait vous permettre de communiquer, de piloter de manière beaucoup plus fluide parce que tout le monde connaît le focus, tout le monde connaît les 4 thématiques, tout le monde connaît la priorisation de ces thématiques. Donc en fait, encore une fois, notamment sur du transverse, tout le monde va trancher de la même manière. Et c'est ça qu'on veut en fait, c'est ne pas avoir à tout le temps prendre des décisions pour tout le monde, devoir expliquer ces décisions à tout le monde et du coup quelque part générer les frustrations de tout le monde. Si tout le monde fait priorité claire et donc division des thématiques claires, tout le monde va comprendre comment on priorise et donc naturellement monter sur le pont pour donner un coup de paluche à celui qui est en figure de proue. Ah, d'ailleurs, est-ce que tout ce qu'on a écrit, tu vois, ce dont on a parlé, donc savoir pourquoi avec la raison d'être, ensuite, OK, où est-ce qu'on va avec les 3 visions court terme, moyen terme, long terme? Et ensuite, OK, comment on le fait? Donc on a dit on divise en les parts du gâteau en 3-4 chantiers prioritaires et après on se met des espèces de petits résultats intermédiaires pour savoir, tiens, OK, le gâteau, est-ce qu'il avance? Voilà. Mhm. Tout ça, où est-ce que tu le notes? Où est-ce que tu l'écris? Est-ce que les gens, comment ça se passe? 1000 et un outils existent. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur une espèce de feuille de route, là, ça dépend vraiment de votre culture d'entreprise et d'équipe. Certains mordicus tiennent l'Excel, bon bah pourquoi pas. D'autres un peu plus visuels vont tendre vers un Trello, un Asana, un Notion. D'autres peut-être un peu plus besoin matériel ont des murs de post-it dans le bureau. Ça fonctionne si toutes les parties prenantes du projet sont dans le même bureau. En fait, quelque part, je m'en fiche tant que c'est rangé quelque part, c'est-à-dire que c'est accessible, que tout le monde y va, et surtout que c'est évolutif, c'est-à-dire qu'on peut voir avancer le projet. On pourrait se dire, bon, bah, le post-it change de couleur quand on a bien avancé sur le chantier, sur la thématique. On pourrait se dire, dans le Trello, l'étiquette change de label. On pourrait dire, etc. Mais ça, j'ai envie de vous dire vraiment libre à vous, selon la taille de la feuille de route. Mais si déjà vous avez un petit outil visuel quelque part qui permet à chacun de régulièrement se rappeler où on va déjà, quelle est la priorité, donc quelles sont les thématiques, et après peut-être de laisser libre aux référents de manager les thématiques comme il leur convient, dans un Trello ou ailleurs, c'est OK aussi, quoi. Pour moi, le minimum viable, c'est ça. Une vision court, moyen, long terme, des thématiques, un référent. Si possible, une déclination, donc du coup, une déclinaison de la court terme, pardon, pour chaque thématique. Justement, pour aider à cette structuration, on a pondu un petit canevas avec Raph, d'ailleurs,
Peut-être que c'est le moment de Ouais, le montrer. Qu'est-ce que tu en penses? allez, on passe au petit cas pratique. Alors, hop, le cas pratique, je mets le template ou je Oui, mets direct rapidement. le. Bah, on peut peut-être laisser le template pour le moment rapidos. Vous voyez dans cette fiche qu'on va évidemment vous laisser après ce webinaire, toutes les questions qu'on s'est posées aujourd'hui en fait de manière résumée. Vous pouvez vraiment utiliser ce Canva pour votre réflexion en tant que porteur, porteuse de projet, mais aussi l'utiliser avec votre équipe pour le remplir à chaque fois, que ce soit le pourquoi, le verrou ou le comment. Le mode opératoire est toujours le même. Réflexion individuelle, partage, et on remplit le tableau ensemble. On voit d'abord le pourquoi, puis le verrou, puis le comment. Pour vous expliquer un petit peu ces étapes rapidement, en effet, on peut passer au cas pratique. J'ai repris ce fameux exemple de QVT. Donc, on est sur un projet de qualité de vie au travail 2026. En gros, la direction a demandé qu'il y ait un plan QVT visible, c'est-à-dire avec des premiers effets récoltés pour janvier, mais l'équipe RH est déjà saturée. Du coup, comme tout le monde est sous l'eau et qu'on n'en peut plus, on a déjà fait une réunion, on s'est posé la question pourquoi devons-nous faire ça? Et donc, on s'est retrouvés autour de la table et on s'est dit, OK, ce qu'on veut, c'est améliorer la fidélisation de l'engagement des collaborateurs dans un contexte de forte croissance. On veut soutenir la performance durable en réduisant les risques psychosociaux. On veut être garant de la cohésion et de l'attractivité de l'entreprise. Entre guillemets, bosser la marque employeur. Et tout ça, on l'a rentré sous une phrase qu'on gardera comme mantra. Faire de la croissance un levier de sens, c'est-à-dire d'engagement, de sécurité, de fierté. On veut contribuer à une performance collective et durable. Voilà la place de notre stratégie au sein de la stratégie de l'entreprise. Si l'entreprise est en forte croissance, sa stratégie, c'est de croître sans se casser la gueule. Notre brique de ce projet RH sera de faire en sorte que ce soit un levier de sens, d'engagement, de sécurité. Maintenant, on se dit, OK, où va-t-on avec ça, quoi? Ce projet qui est énorme, par quel biais on va le prendre, par quelle porte d'entrée? Et on s'est arrêté sur une court terme à 3 mois, une moyen terme à 6 mois et un long terme à 18 mois. Donc vraiment petit projet assez opérationnel. À court terme, on s'est dit ce qu'on veut, c'est que 70% des collaborateurs répondent au baromètre QVT et 3 priorités QVT sont validées et communiquées à l'ensemble des managers. En gros, l'outil il est implanté et designé, on s'en sert et on a récolté des premières choses, mais par contre, on n'a rien mis en place derrière. Ça, c'est pour le moyen terme. À moyen terme, dans 6 mois, au moins 2 actions concrètes issues du baromètre sont mises en place. Par exemple, clarification du télétravail, programme bien-être, que sais-je. 100% des managers sont tenus informés mensuellement et savent comment soutenir le projet. Donc vraiment, on a à court terme le développement d'un premier outil et son implantation. À moyen terme, on en récolte les fruits et surtout, on continue de communiquer là-dessus avec les bonnes parties prenantes clés, c'est-à-dire là, les managers. Et à long terme, 18 mois, le taux de satisfaction collaborateur a progressé de 15% sur le baromètre annuel. On se donne comme objectif long terme, ce qui sera vraiment réussite pour ce projet, que d'avoir eu un impact concret, tangible, sur le taux de satisfaction collaborateur, qui, dans cette entreprise, évidemment, fonctionne. Si vous êtes dans une entreprise où le baromètre annuel ne fonctionne pas, où personne ne le remplit, où c'est un peu vu comme bullshit ou que sais-je, c'est évidemment pas l'élément de réussite que vous allez garder. C'est un très bon moyen de faire si c'est le bon moyen pour vous, quoi, si ça correspond à la culture de votre entreprise. Enfin, dans le comment, on vous a mis un peu 3 catégories. Une première, pareil, biais d'efficacité, sur laquelle on s'arrête trop peu, la definition of done de la vision court terme. La définition de quand est-ce que c'est fini, pour la traduction. En gros, je suis content si quoi, c'est surtout je m'arrête quand quoi. Ce qui est très difficile dans la gestion de projet, c'est d'être au clair avec toutes les personnes dans ce projet sur on s'arrête quand quoi. Typiquement, est-ce qu'on s'arrête quand on a développé un baromètre? Est-ce qu'on s'arrête quand on a développé un baromètre et qu'il est utilisé? Est-ce qu'on s'arrête quand on a développé un baromètre qu'il est utilisé par 100% de la boîte et qu'on a récolté des choses? Ou est-ce qu'on s'arrête, etc. Vous me voyez venir. Du coup, faites en sorte que ce soit clair pour chacun ce qu'est la définition la definition of done au moins de la vision court terme. Faites en sorte que chacun puisse se dire le titre de ce chapitre, c'est ça. En ce moment, on est en train de faire ça. Exemple, aujourd'hui, c'est 70% des collaborateurs répondent au baromètre. Je veux que ce soit ça. On a gagné 3 priorités claires. Comment je fais? Eh ben, le baromètre QVT affiche un taux de réponse à 70%. 3 priorités formalisées sont intégrées dans un support partagé accessible aux équipes. Un plan de communication interne a été envoyé à tous les managers. Si je coche pas ces 3 cases, on ne pourra pas dire que la vision court terme est atteinte.
Communication et avancement. Faites en sorte d'être au clair sur à qui je dois communiquer l'avancement, pourquoi, en fait, dans le but de quoi, quelque part, parce qu'ils ont quel besoin, et donc par quel canal. Ne faites pas une liste mailing si personne ne l'ouvre, ça tombe sous le sens. À l'inverse, si vous avez des parties prenantes à engager régulièrement, peut-être que ça mérite un petit déj du lundi matin, tous les X mois ou toutes les X semaines, bref. Pensez vraiment le besoin de cette partie prenante, le besoin de ce stakeholder. J'y réponds comment. Donc faites un peu ce mapping quelque part et trouvez à qui je parle, tous les combien de temps, via quel canal. Enfin, rangez vos 4 thématiques avec vos petits porteurs de projet, vos petits référents. Et là, vous aurez normalement déjà bien cadré votre projet. Vous n'aurez plus quelque part qu'à le suivre. Là, on rentre dans du suivi d'exécution de projet. On aurait évidemment 1000 choses à vous dire, 1000 trames à vous donner de master plan, mais ce sera pour une prochaine session parce qu'il est 27, Raphaël. Ouais, tout à fait. Il est déjà 12h27. Bon, incroyable. Merci Anne-Claire pour toutes ces clés et même ce cas pratique. Donc moi, ce que je retiens, ce qu'on a dit, c'est que donc il y a OK, 4 problèmes récurrents. Je ne vais pas forcément revenir dessus, mais bon, il peut y avoir le fait que ce soit pas cadré au début, il peut y avoir de l'enlisement, il peut y avoir les stakeholders qui sont pas embarqués, et cetera. Ouais. Hop. Les 3 clés, c'est surtout ça que je veux retenir. Les 3 clés pour éviter ce genre de problème dans le projet RH, c'est pourquoi, pourquoi on fait ce projet. Ensuite, c'est vers où est-ce qu'on veut aller, où là, on a les différentes, visions court terme, long terme. Et ensuite, il y Mmh. a comment on le fait et c'est là où j'en viens à comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc premièrement, pour ne pas oublier tout ce qu'Anne-Claire a dit, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses, c'était assez dense, elle a pas arrêté de parler et il est déjà 12h28 et voilà, donc comment est-ce qu'on peut vous aider? Première chose, il va y avoir un replay du webinaire. Donc vous pourrez revoir, repasser dessus et cetera. On va aussi faire un article avec ce webinaire, comme ça, si vous voulez retrouver plus facilement, vous pouvez aller dans l'article et avoir les points clés. Ensuite, le Canva, celui-ci, on va vous l'envoyer par email. Comme ça, vous pourrez vous en servir avec vos équipes projet. Dire tiens, et définir ensemble votre pourquoi, vers où vous voulez aller, les visions court terme, moyen terme, long terme, comment faire la definition of done, et cetera. Et j'ai oublié un truc. Bah oui, on peut aussi vous aider. Voilà, bah, toujours c'est la nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez prendre rendez-vous. Alors, je sais pas si pour moi c'est dans l'autre sens ou comme ça, mais vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe si vous voulez qu'on vous aide. On peut vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul avec vos équipes à définir, à savoir votre pourquoi, à trouver vers où vous voulez aller, à savoir comment le faire. On peut vous former, on peut vous accompagner, et notamment avec Anne-Claire. Sur ce, je vois qu'il Oui. est 12h29. Je sais pas si tu as un petit mot de la fin. En tout cas, moi, j'étais très heureux de faire ce webinaire avec toi Ouais, et tout ce que tu as dit, je vais le retenir, aussi pour Fasterclass. J'ai compris que j'étais pas un si bon élève, notamment sur la vision moyen terme. On va en reparler avec les collègues. ouais. Bah, je pense qu'un mot de la fin, gardez en tête que le leadership est souvent une question d'outillage. Mais voilà, il y a pas besoin forcément d'être la personne la plus charismatique du monde. Si vous arrivez à savoir pourquoi vous le faites, où est-ce que vous voulez aller et comment vous allez mettre tout ça en place, bah, ce sera mieux que 99 des projets qui existent sur terre et dont je suis témoin. Merci Raph pour l'invite. Merci, ça y est, il est 12h30. Bisous à tout le monde et à dans 2 semaines, pour un webinaire avec Margot sur le management. Ah, Bye mais c'est bye. une copine en plus, trop stylé. Bye. Ouais, 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 elle est super.